Alors on me dit oui, mais sortir de l'euro, ça serait une catastrophe. Alors les gens qui vous disent sortir de l'euro, c'est la catastrophe, il faut leur dire et si on y reste, il va se passer quoi? Je voudrais montrer ici le dernier graphique en date du désastre qui arrive et qui aurait dû faire normalement la quintessence du débat présidentiel. On a encore une semaine. C'est une honte absolue que le débat présidentiel n'ait pas tourné autour de ce graphique. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'évolution du solde de la balance des paiements entre les États de la zone euro. Il faut savoir, et quand vous sortirez de cette salle, si vous m'avez écouté, vous en saurez davantage que à peu près 98% des députés français et des sénateurs, que 99% des prétendus experts qui défilent à la télévision et de 100% des 10 autres candidats à l'élection présidentielle. Parce que nous avons des responsables qui sont en fait des irresponsables. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas étymologiquement un responsable, c'est quelqu'un qui a une réponse. Nous avons des dirigeants qui ne savent pas de quoi ils parlent parce qu'ils ne travaillent pas. Quand on leur explique, ils n'écoutent pas. Quand ils écoutent, ils ne comprennent pas. Et quand ils comprennent, ils n'agissent pas. Il faut savoir que l'euro n'est pas une monnaie unique. Je répète, l'euro n'est pas une monnaie unique. On pourra vous le dire 50 000 fois, à la télé, à la radio, la monnaie unique européenne a repris des couleurs. Non, l'euro n'est pas une monnaie unique. D'ailleurs, tous ces bonimenteurs qui ont à la bouche le moteur, le couple franco-allemand, et ci et ça, ils n'y connaissent rien. En Allemagne, la monnaie, l'euro, ils appellent ça die gemeinsame Währung. Die Währung, ça veut dire la monnaie en allemand. L'étymologie, c'est wehren, d'ailleurs, ça veut dire le verbe durer, c'est intéressant. Et die gemeinsame Währung, ça veut dire la monnaie commune. La monnaie unique, ils appellent ça die einheitliche Währung. Et ça a été l'expression qu'ils ont utilisée lorsque l'Allemagne de l'Est a fusionné avec l'Allemagne de l'Ouest, où là, ils ont étendu le Deutschmark. Donc nous avons en fait une monnaie qui est un truc bizarre, qui a été inventée par les Allemands. Au moment où a été préparé le traité de Maastricht, les Français proposaient d'avoir une monnaie unique. Les Allemands ont dit « Nein ». Et quand on parle aux Allemands en matière économique et monétaire en Europe, c'est toujours les Allemands qui finissent par gagner. C'est la principale économie du continent. Donc les Allemands ont imposé un système que personne ne vous explique jamais, mais dont si vous deviez retenir une idée, c'est qu'il est facilement réversible. Ils l'ont fait exprès. Ils ont fait exprès d'avoir un système facilement réversible. Et ils ont fait comment? Ils ont fait qu'au lieu de supprimer toutes les banques centrales nationales des États européens, on les a gardées. La France a gardé la Banque de France, l'Allemagne a gardé la Bundesbank, la Grèce a gardé la Banque de Grèce. On a mis au-dessus de tout ça une petite superstructure qui s'appelle la Banque centrale européenne, dont le bilan représente à peu près 8% du bilan total des autres banques centrales nationales. On a défini ce qu'on appelle le système européen de banque centrale, le SEBC, qui regroupe les banques centrales des 28 États membres de l'Union. Et à l'intérieur de ce SEBC a été défini un sous-ensemble qui s'appelle l'eurosystème, c'est-à-dire les 19 banques centrales des 19 États qui, pour l'instant, sont entrés dans l'euro. Bien. J'espère que vous me suivez. Jusque-là, ça reste quand même assez... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque État de la zone euro a gardé sa monnaie nationale. Une monnaie nationale, c'est une créance sur une banque centrale nationale. C'est-à-dire qu'il y a toujours des francs qui sont cachés, si l'on peut dire, qui sont les créances sur la Banque de France. L'entrée dans l'euro... À un moment où un État entre dans l'euro, il décide de changer le nom de sa monnaie nationale, de l'appeler euro. Il décide d'entrer avec un taux de conversion compatible avec les euros des autres pays et il accepte qu'il y ait une libre convertibilité au taux de 1 pour 1 sans limitation de durée ni de montant. De façon que visuellement, les gens ont le sentiment que c'est une monnaie unique, en effet, puisque vous avez
Vous payez, vous faites un chèque en euros, vous sortez de l'euro, par exemple en Italie dans un DAB, et puis vous sortez 100 euros dans un distributeur de billets je sais pas moi, à Florence, et puis vous constatez que 100 euros vont être débités de votre compte bancaire. Vous vous dites c'est une monnaie unique. Non. Non. C'est l'apparence. La réalité est autre chose. Si vous avez, comme vous, monsieur, je crois, vous avez, m'a-t-on dit, 150 000 euros sur votre compte courant à Nice. Voilà. Monsieur a 150 000 euros sur son compte courant à Nice. La Société Générale. Non? Comment? Ah, au CIC, pardon, excusez-moi. Il a 150 000 euros au CIC à Nice. Il décide, parce qu'il est malin, ça ne me paraît pas, mais... Il décide, parce qu'il a suivi une présentation faite par un candidat à la présidentielle, il décide d'ouvrir un compte en banque en Allemagne, au CIC de Berlin. Il a le droit, ça s'appelle le libre établissement. Il décide de transférer 100 000 des 150 000 euros sur son compte. Il a le droit. C'est la libre circulation des mouvements de capitaux, article 63 du TFUE. Il a donc 100 000 euros d'un seul coup sur une banque commerciale en Allemagne. Et ce qu'il faut savoir, et si j'insiste sur cet aspect des choses, qui peut paraître lointain pour une campagne présidentielle, c'est parce que c'est là que se réside l'explosion nucléaire qui est actuellement à l'œuvre et que l'on voit ici. C'est qu'en réalité, il a transformé la citrouille en carrosse. C'est que les 100 000 euros qu'il avait, les 150 000 euros qu'il a au CIC de Nice, c'est 150 000 euros de créances sur la Banque de France. Et les 100 000 euros qu'il prélève pour les mettre en Allemagne deviennent, par magie, 100 000 euros de créances sur la Bundesbank. Voilà. Alors pourquoi c'est important? C'est important à deux égards. Premier égard, c'est que si l'euro explose, et l'euro explosera, les créances que nous avons sur la Banque de France deviendront des francs. Les créances que nous avons sur la Bundesbank deviendront des Deutschmark. Or, tout le monde sait que le Deutschmark prendra à peu près plus 15 à plus 20% par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar, tandis que le franc perdra 5 à 10%. Voilà. Et si maintenant j'avais pris un autre exemple avec, par exemple, en Italie, la nouvelle lire perdra à peu près 25%. Et la nouvelle drachme perdra 40 à 50%. Voilà. Donc si vous êtes un milliardaire grec et que vous comprenez le truc, vous faites quoi? Eh bien, vos milliards, quand je dis milliardaire, ça peut être des grandes entreprises, vos milliards d'euros, vous ne les laissez pas dans la banque du Pirée à Athènes. Dès que vous avez des liquidités, hop, vous allez les mettre sur un compte bancaire en Allemagne. Parce que vous anticipez que lorsque l'euro explosera, vous aurez des marques qui prendront 20%. Si vous les laissez en Grèce, vous aurez des drachmes qui auront perdu 50%. C'est une multiplication à peu près par 2 de votre fortune, ou une diminution par 2 de votre fortune. À ce phénomène s'ajoute un phénomène aggravant qui est le déficit commercial constant des pays du Sud vis-à-vis de l'Allemagne. Pourquoi? Parce que l'euro a le même taux de change partout vis-à-vis, par exemple, du dollar. Or, la compétitivité de l'économie allemande s'améliore constamment plus rapidement que les autres. C'est pas nouveau. C'est vrai depuis 1949. De 1949 à 1999, la compétitivité de l'Allemagne n'a pas arrêté d'augmenter plus rapidement que la compétitivité de l'économie française, par exemple. Et qu'est-ce qui se passait? Il se passait que le franc français se dépréciait constamment par rapport au Deutschmark tout au long des 50 ans, entre 1949 et 1999. Il ne faut pas avoir peur de la valeur externe de la monnaie parce que ça permet de réajuster les compétitivités. C'est pas parce que le franc s'est déprécié par rapport aux marques dans les années 60, 70, 80 et 50 que les Français ont mal vécu. Au contraire, ça a été la période des 30 Glorieuses. Les deux phénomènes conjugués, comme la monnaie actuelle est trop bon marché, c'est une espèce de cote mal taillée, hein, l'euro, sa valeur externe. C'est trop bon marché pour l'économie allemande. Donc l'économie allemande est surcompétitive et donc elle vend énormément à l'étranger. Elle a dégagé l'année dernière le plus gros excédent commercial de la planète devant la Chine, 247 milliards d'euros. Mais la monnaie, l'euro, est trop cher pour la compétitivité française. Nous avons dégagé 47 milliards d'euros de déficit commercial.
Et la Grèce, l'Italie, j'en parle pas, ce sont des centaines de milliards d'euros de déficit commercial parce que la monnaie n'est pas à la même mesure de la compétitivité de l'économie grecque. Vous avez donc les deux phénomènes, si je me suis bien fait comprendre, qui font que constamment de l'argent monte des pays du Nord vers des pays du Sud, vers les pays du Nord, à commencer par l'Allemagne, et puis un petit peu également la Finlande, les Pays-Bas et le Luxembourg. Le résultat des courses, c'est ce que vous voyez ici, c'est que tout ceci à peu près a tenu la route entre janvier 2001 et août 2007, et qu'à partir d'août 2007 et de l'arrivée de la crise des subprimes, on a commencé à voir un phénomène de divergence qui rappellerait une divergence comme dans un réacteur nucléaire. On a vu de plus en plus d'excédents de la balance des paiements courants de l'Allemagne qui se traduit par une montée en flèche, vous le voyez, des milliards d'euros qui viennent en Allemagne. C'est la courbe marron qui est au-dessus. Et puis, à contrario, on a vu s'enfoncer la courbe de l'Espagne, de l'Italie. Et puis, on la voit un petit peu moins, mais c'est la troisième en bas, en dessous le drapeau français en orange. C'est la courbe grecque, qui est un petit pays, mais dont le déficit est absolument géant. Vous voyez qu'on a eu un premier pic en avril 2012 avec à peu près 750 milliards d'euros venus des pays du Sud qui sont arrivés en Allemagne, alors que le bilan de la Bundesbank de départ était de 250 milliards d'euros. Ça veut dire qu'en gros, le bilan de la Bundesbank est passé de 250 milliards d'euros à 1000 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous voyez les sommes qui sont en jeu. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, ça n'est pas bien du tout pour les Allemands, parce que si à l'actif du bilan, vous avez 750 milliards d'euros de créances sur les banques centrales des pays du Sud, qui sont des créances quasiment irrécouvrables, non négociables, et des créances pourries. Il y a eu l'affaire de la Troïka, la BCE, le FMI, la Commission européenne. On voit la courbe qui redescend jusqu'à 500 milliards d'euros. On a réglé provisoirement le cas grec. On vous fait croire que l'affaire est réglée. Non, l'affaire n'est absolument pas réglée parce qu'elle n'est pas réglable. Et maintenant, ça redémarre à toute allure. Et vous voyez, c'est les derniers chiffres, ils sont sortis il y a 2 jours. La Bundesbank suit ça comme le lait sur le feu. Personne ne vous en parle. Mais nous avons maintenant 829 milliards d'euros qui sont au compte de la Bundesbank et qui sont des créances pourries sur les banques centrales du Sud notamment. 350 milliards d'euros venant d'Italie, 350 milliards d'euros venant d'Espagne, 90 milliards d'euros venant de Grèce, 10 milliards d'euros seulement venant de la France. Alors, pourquoi est-ce que c'est si grave ? Parce que ça ne peut pas s'arrêter. Parce que la seule solution que connaissent les experts, si on veut garder l'euro, c'est ce que les experts appellent la dévaluation interne. Il faut que la France, que l'Espagne, que le Portugal s'efforcent d'avoir la même évolution de la compétitivité que les Allemands. Ça veut donc dire, en gros, qu'il faut être aussi discipliné que les Allemands. Les Allemands, ils ont accepté les réformes Hartz 1, 2, 3 et 4. Il faut que donc les Français, pour faire simple, diminuent le SMIC. Il faut qu'on démolisse tous nos acquis sociaux. C'est pour ça que M. Macron, M. Fillon, dans leur programme, laissent entendre la sauce à laquelle nous allons être mangés. Ce que M. Mélenchon, de façon plus fleurie, a dit, vous allez manger du sang, je ne sais pas quoi. Vous savez, il a fait un truc. Ce sont des rivières de sang, je ne sais pas quoi ce qu'il a dit. Bon. Sauf que M. Mélenchon, il ne vous explique pas l'origine des rivières de sang et il ne vous explique pas que lui ne veut pas en sortir. Il avait dit que sortir de l'euro, c'était être maréchaliste. Ça veut donc dire que nous sommes lancés dans une procédure. Si on veut garder l'euro, il faut absolument détruire tous nos acquis sociaux les uns après les autres. Parce qu'en plus, on n'a pas le même tissu économique que l'Allemagne. Voilà la réalité de la situation. Alors, la situation est tellement grave. Personne ne vous en parle, sauf moi. Et Vincent Brousseau, notre responsable que je salue ici, des questions monétaires. Au passage, je signale d'ailleurs que notre site Internet et les articles de Vincent Brousseau parmi eux sont consultés très régulièrement. On a des dizaines, des centaines de connexions venant de ministères français, de la Commission européenne, venant de banques françaises, venant également de nombreux journaux, magazines, revues et télévisions qui viennent voir quelles sont nos analyses. Et on paraît-il qu'on ne nous connaissait pas. Donc ce qui est très important à comprendre, et je voudrais en terminer là, c'est que
La situation est tellement grave que 2 eurodéputés italiens ont demandé il y a quelques semaines à Mario Draghi, président de la BCE, qu'est-ce qui se passe pour que l'Italie, qu'est-ce qu'il faut pour que l'Italie sorte de l'euro? Parce que la situation est très très grave en Italie, avec des risques de sinistres de grandes banques. Normalement, tous les présidents de la BCE avaient toujours répondu « hors de question, l'euro c'est pour la fin des temps, ça ne changera jamais ». Pour la première fois au mois de janvier, Mario Draghi a fait une réponse qui a stupéfié le Wall Street Journal, le Financial Times, tous ces gens dont on ne vous parle pas. Mario Draghi a pour la première fois avoué que peut-être il y aura une fin à l'euro. Il a dit qu'un pays qui devait sortir de l'euro devrait régler ses soldes auprès de la BCE. Cette simple phrase a fait le tour du monde parmi les insiders, les gens qui connaissent. Pour la première fois, le président de la BCE a donc reconnu qu'il était probable que l'euro ait une fin. Au passage, les dirigeants allemands, notamment les dirigeants de la Bundesbank, ne cessent que de réclamer à la chancelière d'Allemagne de mettre fin au plus vite à cette affaire. Mais il faut examiner de près ce que signifie la phrase de M. Mario Draghi. Il faudrait, si l'Italie sort de la BCE, que l'Italie règle donc les 350 milliards d'euros de dettes accumulées en ce moment dans le cadre de Target 2, plus les 150 milliards d'euros de billets dont on estime qu'ils ont été thésaurisés par les Italiens, c'est-à-dire une ardoise de 500 milliards d'euros. Ça veut dire que soit l'Italie a les moyens de payer, ce qui n'est pas le cas, soit l'Italie reste dans l'euro provisoirement, soit l'Italie, parce qu'il y aurait un gros sinistre bancaire, ou plusieurs sinistres bancaires, est obligée de sortir en catastrophe de l'euro. Ça veut dire que du jour au lendemain, l'Italie peut dire « ben voilà, je sors et je ne respecte pas mes soldes ». Ça veut dire concrètement 500 milliards d'euros imputés en perte au système de la BCE, c'est-à-dire à l'eurosystème. Or, la France a 20% de l'eurosystème, 22 ou 23% une fois que l'Italie sera sortie. Ça veut dire, mesdames et messieurs, que si tout ceci arrive, eh bien, nous pouvons nous ramasser collectivement une ardoise de 22% de 500 milliards d'euros, c'est-à-dire en gros 110 milliards d'euros qui peuvent nous tomber dessus comme une pénalité, qui seront pour éponger les dettes de l'Italie sortant. Et personne ne vous en parle, alors qu'il s'agirait d'un sinistre financier de première magnitude pour la France. D'autant plus grave d'ailleurs qu'après, ça pourrait être l'Espagne, on aurait une deuxième ardoise de l'ordre de 220 milliards, de 110 milliards, supplémentaires. Ça ferait une ardoise de 220 milliards. Ce sont des sommes qui sont inimaginables, que personne ne vous explique, que personne ne vous présente, et c'est la raison pour laquelle le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz avait dit il y a quelques années « Ce sont les pays qui sortiront de l'euro qui s'en sortiront le mieux ». C'est une prophétie qui est toujours vraie. Regardez la courbe. Actuellement, si nous sortons de l'euro, on devra payer le solde qui est de 10 milliards d'euros. Et puis on a un solde de billets qui est très peu thésaurisé par rapport aux Italiens. D'autant qu'on produira des billets en nouveaux francs. On peut estimer en gros que si la France sort de l'euro en ce moment, si elle veut faire ça proprement, sans se fâcher, sans laisser de traces, il faudrait que collectivement on paye quelque chose comme 20-25 milliards d'euros. C'est une somme très importante, mais c'est jamais que 2 années de ce que nous laissons à l'Union européenne. Ça reste gérable. En revanche, si on reste dans l'euro et qu'on attend les sinistres italiens, espagnols ou autres, nous aurons un sinistre d'extrême magnitude. C'est d'ailleurs pas moi qui le dis, les Allemands eux-mêmes craignent pour leurs propres pommes. Ils craignent, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le patron des patrons allemands qui a dit que toute cette histoire risque au final de nous coûter plus de 1000 milliards d'euros, à eux l'Allemagne. Voilà le vrai débat que nous devrions avoir au moment de l'élection présidentielle. Personne ne vous en parle, nous sommes en train de foncer collectivement vers la catastrophe. Et le 7 novembre 2011, c'est un exemple que je n'ai pas eu le temps de modifier, mais que j'aurais pu modifier ces jours-ci, là, hier. Ce sont les taux qui battent de nouveaux records sur certains pays. C'est très très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les marchés financiers, lorsque l'Italie, la Grèce émettent des emprunts, les marchés financiers exigent des taux de rémunération de plus en plus élevés. Alors que lorsque l'Allemagne émet les mêmes emprunts, les marchés financiers demandent des taux d'intérêt de plus en plus bas. Il y a eu un petit calme là, au début de cette année, et là ça a redémarré.
Hier, les taux d'intérêt demandés par les marchés financiers sur de nouvelles émissions allemandes étaient quasiment très très faibles, le plus bas historique à 0,2%, ou 1%, pardon, excusez-moi. Sur la France, c'est dans les 2 et quelques, mais sur la Grèce ou sur l'Italie, c'est reparti à la hausse vers les 6 et 7. Ça veut dire quoi? Les gens qui croient que nous avons une même monnaie, une monnaie unique, c'est impossible de comprendre. Comment pourrait-on avoir des taux d'intérêt différents pour une monnaie unique? Alors s'il y a des différences de taux d'intérêt qui sont demandées sur les dettes émises par l'Italie, la Grèce, la France et l'Allemagne, eh bien ça veut dire tout simplement que les investisseurs savent qu'il y a des monnaies qui sont des créances sur les banques centrales respectives nationales, et s'ils acceptent de payer des taux très très bas pour l'Allemagne, c'est parce qu'ils savent qu'ils s'ils ont une créance sur l'Allemagne, et que si l'Allemagne sort de l'euro, eh bien elle créera un marque et que le marque va s'apprécier beaucoup. Donc à la limite, on a même vu récemment des taux d'intérêt négatifs sur les émissions allemandes. C'est-à-dire que les marchés financiers sont en train de tester le PEG, comme on dit, c'est-à-dire de tester le lien 1 pour 1 entre les États membres de l'Union européenne, et que les marchés financiers parient sur une explosion prochaine de l'euro. Et donc ils veulent de l'émission allemande, parce qu'ils veulent ensuite, ça se transformera en une créance sur la BUBA, la Bundesbank, c'est-à-dire en un marque, c'est-à-dire en une créance qui va s'apprécier de 10, 20, 30% lorsque les Allemands auront recréé le marque. En revanche, s'ils exigent de l'Italie des taux de 5, 6, 7%, ça veut dire qu'ils anticipent une prochaine, ça peut être dans 2 ans, comme dans 2 mois ou dans 2 semaines, mais pas dans 25 ans. Et donc, ça veut dire qu'ils anticipent que l'Italie, si elle revient à la lire, la monnaie se dépréciera rapidement. La signification de cette divergence des taux d'intérêt, alors une fois que vous aurez su ça, vous aurez tout su, vous en savez plus que votre banquier, vous en savez plus que tous les grands dirigeants des partis politiques français, vous en savez ce que savent les gens qui connaissent le mieux le sujet, c'est que ce lien, ce PEG de 1 pour 1 entre la Bundesbank et la Banque centrale d'Italie est attaqué. Et hier, il était de nouveau attaqué sur l'Italie, sur la Grèce. Or, tous les spécialistes des monnaies savent que toute l'histoire monétaire contemporaine nous a appris que lorsque les PEG sont attaqués, les PEG, je rappelle, c'est le lien fixé forfaitairement 1 pour 1, c'est le principe même du traité de Maastricht. Lorsque les PEG sont attaqués, tôt ou tard, ils ont toujours fini par céder. C'est-à-dire qu'il y a un moment à partir duquel ça n'est plus possible de suivre. Alors, une façon, par exemple, dont l'euro pourrait exploser, c'est si, par exemple, l'Allemagne décidait de remettre en cause le PEG de 1 pour 1, en disant, par exemple, qu'il reste dans l'euro, mais qu'il n'accepte plus le taux de 1 pour 1. À ce moment-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on voit arriver différents euros. Si l'euro Banque centrale de Grèce ne peut plus se convertir en un euro Banque centrale allemande, eh bien ça veut dire qu'on va réapparaître, même si ça ne dit pas son nom, des monnaies nationales. Et d'ailleurs, ça sera coté à ce moment-là immédiatement différemment sur les marchés internationaux. Vous achèterez un euro allemand et vous achèterez à un prix différent l'euro grec. Donc il suffit pour cela que le gouvernement allemand demain décide qu'il n'y a plus de taux de 1 pour 1 au moment des transactions interzone euro, et c'est terminé. Vous savez peut-être quand même que lorsque la France, l'Allemagne ou la Grèce émettent des bons du Trésor à 10 ans, ils ne sont pas facturés pareil par les marchés financiers. L'Allemagne à 10 ans, elle a du 1,8 sur les marchés financiers, la France est du 2,1, 2,2. La Grèce ou l'Italie ou l'Espagne, on les a vus monter jusqu'à 7, et maintenant c'est aux alentours de 5 à 5, 5,5, 6. Il y a des journalistes du Financial Times et du Wall Street Journal à l'été 2012 qui ont interrogé M. Draghi en lui disant « Mais M. Draghi, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi correspondent ces différences de taux d'intérêt facturés par les marchés financiers ?» À quoi M. Draghi a dit « C'est très simple. Les taux d'intérêt sont faits pour rémunérer 3 risques. Premièrement, le risque de liquidité. Quand vous passez de l'argent à quelqu'un, effectivement, vous ne l'avez plus, donc c'est un risque. Si vous avez, besoin de liquidité, vous ne les avez plus, donc ça se rémunère. Le deuxième risque, c'est le risque de crédit. Oui, c'est-à-dire lorsque vous prêtez de l'argent à quelqu'un, il faut qu'il vous rembourse. Mais quand vous prêtez à des très grands États, l'Italie, la France, l'Allemagne, etc., soyons sérieux, ce n'est pas des États qui vont être en faillite. Le troisième risque, a dit M. Draghi, c'est le risque de change.
C'est-à-dire que les marchés financiers... Alors là, ça a été, je peux vous dire, nous avons à l'UPR des gens qui travaillent à la BCE et qui jugent que ce que je dis est tout à fait juste. C'est qu'en réalité, à la BCE, ça a été la panique dans les bureaux et dans les services, parce que M. Draghi, qui était sans doute encore un peu jeune dans ses rapports avec les médias, a dit ce qu'il ne fallait pas dire. C'est que justement les marchés financiers facturent dans 10 ans. Comme on ne sait pas en quoi on va être remboursé, on facture plus cher l'Italie parce qu'on anticipe que si l'euro explose, la nouvelle lire perdra probablement 15 à 18%, on facture plus cher que l'Allemagne. Et donc c'est un calcul d'actualisation à partir d'hypothèses et de statistiques. Je dis ici devant la salle qu'il y a un décalage énorme qui s'est produit entre les pays du Sud de l'Europe et les pays du Nord. Il y a 4 pays qui sont constamment créditeurs et qui voient affluer de l'argent des pays du Sud, qui sont l'Allemagne, la Finlande, le Luxembourg et les Pays-Bas. L'Allemagne s'est ramassée 750 milliards d'euros. Ça déstabilise complètement le bilan de la Bundesbank. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Allemands veulent sortir de l'euro. Est-ce que tout ceci, ce que je viens de dire là, est faux? La divergence de Target 2. Target 2, vous savez, ça mesure les soldes au sein de la zone euro des capitaux qui ont fui certains pays pour aller se réfugier chez d'autres. Ici, vous avez en bleu l'évolution des capitaux arrivés en Allemagne. On a atteint maintenant 750 milliards d'euros. Et puis vous voyez que de l'autre côté, vous avez des pays qui s'effondrent, et notamment l'Italie et l'Espagne. Et l'Espagne est à moins 400 ou 420 milliards d'euros. Vous voyez que nous avons exactement un phénomène qui est de nature divergente. Alors tout le pari que font les européistes, c'est de dire oui, mais après il va y avoir un pic, et après ça va redescendre, et puis tout le monde va redevenir à zéro. Mais ça n'en prend pas le chemin, et ça en prend d'autant moins le chemin qu'à chaque fois qu'on fait de l'assouplissement quantitatif et qu'on réinjecte de l'argent dans les pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, immédiatement cet argent retourne directement en Allemagne, aux Pays-Bas, en Finlande, au Luxembourg, éventuellement en Suisse. Le jour où vous verrez ça expliqué aux 20h de TF1, alors que c'est quand même... Le journal n'est pas arrivé. Nous sommes dans la conspiration du silence. Je signale que quand je suis passé sur BFM TV le 12 septembre 2011, c'est-à-dire il y a maintenant 14 mois, auprès de Nicolas Dose, j'ai parlé de ça. En gros, pour rassurer les marchés, on réinjecte des liquidités. Mais c'est quoi exactement? En quoi est-ce que l'on règle le problème de fond des pays occidentaux? Ok, ça ne règle pas le problème de fond, ça d'accord. Oui, mais moi sur cette table, je peux vous donner dans la seconde 50 milliards d'euros. Allez-y. Eh bien, j'y vais. Je vous le donne. C'est un cadeau pour vous. C'est un billet de 100 milliards de Deutschmark de septembre 1923. Bon. Et ça représente, vous savez qu'un Reichsmark, c'était des Reichsmark à l'époque, le mark a été changé en gros 1 euro égale 2 marks. Bon, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons affaire tout simplement à des artifices comptables qui n'ont aucune prise sur la réalité. Oh. D'ailleurs, ce petit billet, je vais vous en faire cadeau, hein. Ce petit billet de 100 milliards de marks vous explique pourquoi il ne peut pas y avoir d'entente européenne. Parce que ce qui est fascinant, hein, en France, c'est que les européistes, comme nous les appelons, ne parlent de l'Europe qu'au regard du prisme français. Il faut bien comprendre ce que c'est que la mentalité du peuple allemand. Le peuple allemand a vécu un traumatisme effrayant en 1923. Et donc, l'inflation, Weimar, ils ne peuvent pas supporter de voir actuellement le bilan de la Bundesbank se dégrader. Je suis d'accord. De la BCE plutôt. De la Bundesbank aussi. Mais oui, vous savez que les banques centrales nationales existent, elles font partie de l'eurosystème. Et donc, et ça c'est un élément très important, c'est qu'il y a actuellement une migration des comptes des pays, parce que vous savez que les euros ne sont pas tous identiques juridiquement. Un euro en Grèce, c'est une créance sur la Banque centrale de Grèce. Un euro en Allemagne, c'est une créance sur la Banque centrale allemande. Donc vous avez évidemment un certain nombre de grandes fortunes ou d'entreprises qui font transiter leurs comptes des banques commerciales qui sont en Grèce, au Portugal, en Italie,
en Allemagne, parce que là, ils transfèrent, c'est la carrosse c'est la citrouille qui se transforme en carrosse. Leurs euros qui étaient des créances sur la Banque centrale de Grèce deviennent des euros qui sont des créances sur la Bundesbank. Ceci est en train de plomber le bilan de la Bundesbank, et c'est la raison pour laquelle les Allemands, et nous le savons, parce que nous avons quand même dans notre mouvement politique un certain nombre d'experts qui nous ont rejoints, et nous savons que les Allemands jamais ne voudront continuer à dégrader le bilan de leur banque centrale. Mais j'ai parlé de ça, j'ai expliqué que les Allemands voulaient que l'intérêt d'Allemagne serait de sortir de l'Europe. Bon, je rappelle quelle a été la suite de ça, et je suis maintenant grillé sur BFM Télé. Voilà. Monsieur Nicolas Dose a fait savoir qu'il ne pouvait plus me réinviter. Il a dû se faire taper sur les doigts par sa rédaction en chef. Silence sur Target 2. J'avais dit qu'il y avait un autre truc qui avait divergé, c'était les fameux targets. Alors rappelez-vous que les targets, c'est des dettes et des créances de banque centrale à banque centrale dans la zone euro. Donc, par construction, comme la somme de toutes les dettes et les créances entre elles, c'est un système fermé, ça fait 0. Vous pouvez en avoir une qui doit moins 2, enfin une qui est à moins 2 parce qu'elle doit 2, une qui est à moins 3 parce qu'elle doit 3, et la troisième va valoir forcément plus 5. Hein, puisque c'est des dettes et des créances entre elles. Et donc la somme de tous ces chiffres doit faire 0, et c'est ce qui explique que le graphe que vous voyez ici est symétrique. C'est-à-dire que la somme des hauteurs positives et moins les hauteurs négatives, c'est exactement 0 tout le temps. Ceci étant, vous avez des pays qui sont au-dessus, genre ce rouge-là, qui est un gros créancier, et des pays qui sont en dessous. Donc le rouge, c'est l'Allemagne qui est créancière, et le jaune et l'ocre, c'est l'Espagne et l'Italie qui sont débiteurs. Et vous voyez que ces dettes de banque centrale à banque centrale ont enflé d'une manière tout à fait disproportionnée, et que ça a commencé à la crise. Parce qu'ici, c'est 2008. Avant, tout allait très bien. Il ne se constituait pas de dettes ou de créances exagérées de banque centrale à banque centrale. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La faiblesse, le talon d'Achille, il était latent. On ne le voyait pas. Il était bien présent, mais il n'avait pas été activé. À partir du moment où la crainte est apparue que l'union monétaire pouvait exploser, ça a fait cet effet. Donc vous pouvez voir qu'il est drastique. Enfin, du jour au lendemain, la situation a été tout à fait différente. En fait, même la hauteur là du rouge, c'est plus grand, et donc il représente les créances que la malheureuse Bundesbank a accumulées sur ses consoeurs de la périphérie. C'est plus grand que la taille du bilan qu'elle avait lorsqu'elle est entrée dans la zone euro. Donc c'est quelque chose de complètement démesuré.